Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire du Forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum. C'est un forum du Centre international pour les journalistes, ICFJ, qui est basé à Washington. Un forum que nous avons lancé pour fournir aux journalistes toutes les ressources dont ils ont besoin pour couvrir les enjeux mondiaux. Le forum existe en 5 langues: en anglais, en français, en arabe, en portugais et en espagnol. Et nous avons plus de 13 000 journalistes qui participent chaque semaine à nos différentes activités, webinaires, formations et ateliers en ligne. Ce jeudi, notre webinaire porte sur le traitement journalistique du terrorisme et de l'extrémisme violent. Notre invité est M. Jean-Paul Martos, qui dirige depuis 2 ans une formation à l'Université catholique de Louvain, une formation intitulée « Les médias et le phénomène terroriste ». Il est l'ex-correspondant en Europe du Comité pour la protection des journalistes PJ, d'Index on Censorship et de l'Ethical Journalism Network à Londres. Il a également été directeur de l'information, directeur européen de l'information de Human Rights Watch. Il est également chroniqueur au soir, l'un des quotidiens de référence en Belgique. Il est aussi l'auteur et co-auteur de nombreux ouvrages sur le journalisme international qu'il enseigne depuis bien des années. Et 2 de ses livres portent notamment sur les médias face au terrorisme et le journalisme au cœur des conflits. Nous aurons l'occasion d'en parler au cours de cette session. C'est un immense honneur pour nous de vous recevoir, Monsieur Martos, pour participer à ce webinaire, pour expliquer aux confrères, aux consoeurs comment couvrir le terrorisme et l'extrémisme violent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui suis vraiment honoré d'être invité. J'espère que pouvoir échanger avec les journalistes qui font partie de ce réseau. Il n'est pas rare de voir les pouvoirs publics s'en prendre aux médias pour leur couverture des actes terroristes. Et il y a des risques, il faut le dire, à couvrir le terrorisme. Il y a des risques pour sa propre indépendance, des risques pour sa sécurité, des risques pour sa légitimité en tant que journaliste, des risques d'aller à contre-courant de l'actualité et de subir la censure, des risques de se faire arrêter, emprisonner ou au pire se faire tuer. Mais il y a aussi des risques pour la violation des principes journalistiques. Quand on ne sait pas, par exemple, qu'il ne faut pas diffuser telle image, qu'il faut s'astreindre à employer tel mot, qu'il faut éviter telle qualification et tel discours pour ne pas employer ou susciter de la haine. Nous avons avec nous M. Martos qui maîtrise mieux le sujet et qui est d'ailleurs un formateur sur ces questions. Pour commencer, pouvez-vous nous faire une présentation générale de la couverture du terrorisme? Voilà, donc merci beaucoup pour cette introduction. En fait, moi personnellement, je me suis intéressé aux questions liées à la couverture du terrorisme, mais plus largement aux questions liées à la couverture de l'international, parce que la prise de décision au sein des rédactions m'a toujours préoccupé. Comment se prennent des décisions? Et je suis davantage intéressé au départ par les questions qui sous-tendent ces décisions que par la manière dont on va décider, par exemple, de répondre positivement à une injonction, une demande du pouvoir, par exemple, ou de publier telle image ou pas, ou d'interviewer telle personne dans telles conditions. Moi, ce qui m'intéresse au départ, et c'est quelque chose qui est présent à la fois dans le manuel que j'ai rédigé pour l'UNESCO, mais aussi dans l'ensemble des livres, dont celui sur le journalisme de guerre, donc en première ligne, c'est de se dire, dans le fond, de quelle école journalistique est-ce que je me réclame? Quelles sont les valeurs qui m'ont amené à embrasser cette profession et comment est-ce que j'explique en fait le cadre éthique, politique, philosophique qui va déterminer très concrètement les décisions que je vais être amené à prendre. Alors, moi personnellement, j'ai depuis toujours travaillé sur base de la philosophie du journalisme d'intérêt public, c'est-à-dire le public doit avoir les informations vérifiées, complètes, les opinions les plus diversifiées possibles pour pouvoir agir en connaissance de cause au sein de la société. Ce journalisme d'intérêt public a un corollaire qui est le corollaire du journalisme de vigilance. Le journalisme a le devoir
de surveiller tous les pouvoirs et tous les contre-pouvoirs. Et quand on a cette philosophie bien ancrée, on peut alors s'attacher à résoudre un certain nombre de cas très précis. Je prends juste un exemple et puis j'arrêterai là pour débuter. C'est en novembre 2015, après les attentats de Paris, la police à Bruxelles était en train d'exécuter une opération de sécurisation à Bruxelles. Et la direction de la police a demandé au rédacteur en chef, par téléphone, d'arrêter de diffuser en direct les images de cette opération-là. Alors, l'ensemble des journalistes ont dû prendre une décision. Est-ce que je vais répondre à ce qui est une invitation, mais qui pourrait être perçue dans le cadre du terrorisme comme une injonction de ne pas diffuser, de ne pas faire mon travail, de ne pas chercher à diffuser l'information en direct? Ou bien est-ce que je vais ouvrir un peu le spectre de la réflexion, de me dire, je suis un journaliste qui défend l'intérêt public, et dans ce cas-ci, est-ce que l'intérêt public n'est pas précisément que les forces de sécurité puissent réaliser leurs opérations de sécurisation sans que l'intervention des médias puisse troubler cette opération? Tous les médias belges ont accepté de ne pas diffuser. Mais, et là c'était l'aspect de journalisme d'intérêt public, ils ont aussi continué à filmer, à enquêter, à interviewer les personnes qui participaient à cette opération ou qui étaient pris dans cette opération. Et donc, ils ont réussi à concilier à la fois la responsabilité et le devoir d'informer, puisque le lendemain, lorsque la police a levé cette interdiction, qui n'en était pas une, parce que légalement, ils ne pouvaient pas l'interdire, tous les médias ont publié, ont diffusé les informations qu'ils avaient collectées, tout en ayant respecté ce qu'ils considéraient être comme un élément important de leur engagement en matière de responsabilité sociale des journalistes, de ne pas entraver une opération de police qui avait sa justification dans la lutte contre le terrorisme. Donc c'est un peu cela que je voulais dire. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de savoir quel est le cadre éthique, le cadre dans lequel on inscrit les décisions quotidiennes auxquelles on est forcé dans ce métier. La question de la responsabilité, quelle doit être la responsabilité du journaliste en période de guerre? Et en fait, c'est une responsabilité qui est à la fois, qui peut s'appliquer aussi d'ailleurs à la couverture du terrorisme. C'est une responsabilité de couvrir l'information sur un sujet qui est particulièrement dramatique, surtout si son propre public est engagé directement dans cette guerre. On couvre différemment et on a des responsabilités différentes, peut-être des interpellations différentes si on couvre un conflit dans lequel son propre pays est engagé et des pays dans lesquels aucun des ressortissants du pays dont on est originaire n'est engagé. Donc ça crée d'ailleurs un autre problème, qui est un problème éthique de représentation des conflits, de ne pas avoir des doubles standards dans la manière dont on représente la souffrance, la mort, tout ça. Donc c'est un autre élément. Mais ce qui est fondamental, c'est pour moi de fournir une information qui est la plus vérifiée possible, de ne jamais céder aux demandes de manipulation de l'information qui viennent inévitablement des autorités, même de pays qui sont démocratiques, où la propagande fait partie du système. Je pense que les journalistes doivent être précisément ce pôle de référence où le citoyen peut avoir des informations qui seront des informations confirmées, tout en respectant évidemment un certain nombre de zones où le secret devrait être respecté. Tous les journalistes dans tous les conflits ont respecté un certain nombre de conditions, notamment en ce qui concerne les opérations militaires. Et donc ça, c'est quelque chose qui est accepté et acceptable comme un journaliste. Mais ce qui ne l'est pas, ce serait évidemment d'agir d'une telle manière que des actions qui seraient menées par ses propres troupes, par exemple, seraient en violation des valeurs que prétendent défendre ces troupes. Et là, c'est un élément qui est permanent dans les guerres. Dans quelle mesure est-ce que les journalistes d'un pays vont couvrir les crimes, les abus commis par leurs propres soldats? Quelque chose qui a depuis toujours hanté les rédactions et auxquelles elles n'ont pas toujours bien répondu. Durant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les abus qui ont été commis par les troupes alliées n'ont pas été vraiment couverts, alors que dès la guerre du Vietnam, par exemple,
des journalistes américains ont révélé des atrocités commises par les troupes américaines. C'est le cas du fameux Seymour Hersh, qu'on connaît très bien dans la profession, ce journaliste qui a révélé le massacre de My Lai en 1968 et qui a gagné le prix Pulitzer à l'époque pour ce reportage. Donc c'est ce genre de défi qui me semble extrêmement important. C'est à la fois un sens aigu de la responsabilité, mais aussi cet engagement profond en faveur de la vérité et surtout en faveur d'une vérité qui permet de faire en sorte que le pays dans lequel on travaille respecte les valeurs qu'il prétend défendre lors d'un conflit. S'engager en faveur de la vérité. Vous citez dans votre livre Le journalisme au cœur du conflit, l'un des pionniers du journalisme de guerre, M. Howard Russell, qui fait figure d'exception parce qu'il allait constamment à la recherche de la vérité. Mais vous-même, vous dites dans votre livre, vous êtes retrouvé dans des situations de meute et de conflit. Mais comment relater ces faits-là sans parti pris ou parfois sont tombés sous le coup de l'émotion lorsqu'on est soi-même témoin de l'horreur? Mais je pense que l'émotion fait partie du métier. C'est-à-dire qu'il est difficile de ne pas être ému, de ne pas être touché humainement lorsqu'on couvre des conflits, lorsqu'on couvre surtout des massacres, des pertes civiles. Je crois que ça fait partie même parfois de la qualité d'un article ou d'un reportage, c'est d'introduire ce sentiment humaniste, humain, dans la couverture, que certains traduiront par émotionnalisme. Moi, pas. Je pense que on peut manipuler, exploiter l'émotion, et dans ce cas-là, on s'écarte de plus en plus de ce qu'est un journalisme de qualité qui doit, en effet, garder un certain nombre de garde-fous pour éviter de couvrir l'information qu'au travers de l'émotion que cette information, que cet événement suscite. Ce qui est fondamental, de nouveau, c'est de faire en sorte que l'on cherche à établir la vérité, à la fois sur un événement qu'on couvre, mais aussi d'être capable de replacer cet événement, une opération militaire, un massacre, dans un contexte beaucoup plus large pour faire en sorte que ce journalisme de terrain puisse permettre aux citoyens de comprendre les enjeux globaux dans lesquels s'insère le sujet, l'événement que l'on couvre. Donc je crois que c'est un peu toujours cette dimension-là qui est fondamentale, la vérité des faits de terrain, mais la vérité derrière les faits de terrain, c'est-à-dire le contexte dans lequel un conflit se déroule, c'est tout aussi fondamental pour permettre aux citoyens de juger si la guerre dans laquelle leur pays est engagé, notamment, mais aussi où d'autres pays sont engagés, répondent notamment aux valeurs dont je parlais tout à l'heure, dont se réclament certaines armées lorsqu'elles interviennent à l'extérieur de leurs frontières. Dans le manuel, vous dites que le terrorisme est tout simplement devenu un terme péjoratif plutôt qu'un terme descriptif d'une forme spécifique d'activité et qu'habituellement les gens l'utilisent comme une étiquette de désapprobation à l'égard de toute une série de phénomènes qu'ils n'aiment pas. Quand est-il légitime de parler du terrorisme dans les médias? Ou est-ce à tort que les journalistes parlent du terrorisme dans les médias? Mais je pense que de plus en plus, il y a dans les médias professionnels, il y en a partout, même dans les pays qui sont soumis à des régimes relativement autoritaires, il y a des médias qui émergent, qui cherchent à faire un travail sérieux et qui cherchent à éviter précisément qu'ils ne soient manipulés par des autorités politiques qui font de chaque acte d'hostilité et parfois même de certains actes de violence immédiatement des actes terroristes. Un acte terroriste se définit de manière relativement précise, c'est-à-dire c'est une attaque indiscriminée contre les populations civiles, donc c'est essentiellement très souvent un crime contre l'humanité. Ça répond à des critères légaux relativement précis, même si les Nations Unies n'ont jamais réussi à pouvoir se mettre d'accord sur les définitions de ce qu'est réellement un acte terroriste ou un groupe terroriste. Il existe pourtant des listes à l'ONU, à l'Union européenne, d'organisations et de personnes qui sont considérées comme terroristes. Et donc, c'est là on peut se référer à ce genre de liste pour qualifier une organisation ou un individu, mais toujours en citant la source qu'on va donner, parce qu'il y a des désaccords entre ces listes, et même dans les listes qui sont établies par des pays qui prétendent utiliser des critères très, très formels, parfois il y a des divergences. Donc je pense qu'il est fondamental, c'est de voir exactement les faits, quels sont les faits qui ont été commis par les groupes qu'on accuse de terrorisme, et ensuite essayer de qualifier ces faits, mais toujours en se référant
non pas les autorités politiques qui seraient tentées de politiser, d'exploiter ce terme, qui est un terme par nature péjoratif, mais en tenant compte de l'avis que pourraient poser, par exemple, des juristes. Et il y a pas mal de juristes un peu partout dans les organisations internationales qui permettent à des journalistes de pouvoir aller au-delà de leurs propres réflexes, parce que dire que c'est un acte terroriste, soyons honnêtes, c'est plus vendeur que dire que c'est un acte criminel. La dimension terroriste est un élément très perturbateur dans le journalisme, parce qu'il peut conduire les journalistes à pratiquer une forme de métier qui tombe précisément dans un certain nombre de dérives. Et donc, c'est fondamental que les journalistes soient extrêmement prudents et surtout qu'ils se réfèrent à des normes internationales qui soient établies, notamment avec l'aide, et c'est là que les sources, les experts sont fondamentaux pour les journalistes, c'est pouvoir recourir à des experts qui peuvent les aider à établir de manière la plus sérieuse, la plus rigoureuse possible, si l'acte qu'ils vont couvrir est un acte réellement de nature terroriste ou un acte purement criminel. Et d'ailleurs, très souvent, après un acte terroriste, après un acte violent, la question est immédiate. Est-ce un acte terroriste? Ouais. C'est la première question que les gens se posent. Comme si l'acte terroriste était par nature beaucoup plus grave qu'un acte criminel. Pour les personnes qui ont été victimes, ce n'est pas plus grave, c'est tout aussi grave, mais c'est vrai que inscrire un acte criminel dans le contexte du terrorisme, c'est lui donner une dimension politique, ce qui, évidemment, dans le journalisme, est un élément extrêmement important. Comment maintenir l'équilibre des mots lorsqu'on relate les faits d'actes terroristes? Vous dites dans le manuel que les mots sont de nouveau un défi lorsque les médias sont confrontés à des législations qui pénalisent l'apologie du terrorisme. Mais à partir de quand un média fait-il l'apologie du terrorisme? Je pense que les médias sont comme les autres citoyens, c'est-à-dire ils ne peuvent être accusés de faire l'apologie du terrorisme que si ils promeuvent activement la commission d'actes de terrorisme. S'ils décrivent, ce qui est souvent la raison pour laquelle ils sont accusés d'ailleurs d'apologie du terrorisme, s'ils décrivent une organisation terroriste, s'ils interviewent des membres d'organisations terroristes, s'ils expliquent, analysent les points de vue, les stratégies des groupes terroristes, s'ils le font dans le cadre de leur métier, en respectant la norme de notre métier, ils ne peuvent en aucun cas être accusés d'apologie du terrorisme. Et c'est là malheureusement que certains États dérivent et leur objectif c'est de disqualifier totalement des groupes, mais aussi en passant c'est de disqualifier des journalistes qui pourraient offrir une interprétation d'une situation nationale ou internationale qui ne colle pas aux intérêts politiques d'un régime. Donc c'est pour ça que c'est fondamental que les journalistes puissent faire leur travail le plus rigoureusement possible, et que lorsqu'ils expliquent ce qu'est le terrorisme, ce que font les terroristes, ce qu'ils réclament, parce que parfois ils ont des revendications qui sont très claires, très concrètes, parfois non, ce sont des revendications, je dirais, de type civilisationnel qui sont nettement plus compliquées à expliquer, mais ils font un travail qui est vraiment fondamental, et ils ne peuvent en aucun cas être accusés d'être des personnes qui justifient le terrorisme. On se souvient de cette phrase qui a été prononcée en France après les attentats du 13 novembre. Le ministre avait dit expliquer, c'est justifier. Non, expliquer, au contraire, c'est permettre à une société de comprendre pourquoi il y a en son sein des personnes qui se lancent dans les actions terroristes, et donc c'est contribuer à la connaissance du phénomène et donc à sa solution. Vous dites aussi qu'expliquer n'est pas justifié. C'est ça, exactement. C'est vraiment ça, je pense que c'est fondamental de ne pas se laisser entraîner dans cette intimidation que certains pouvoirs aimeraient imposer sur la presse, afin de faire en sorte que la presse suive en fait la ligne, la description, l'explication du pouvoir. Alors le pouvoir peut avoir évidemment une explication absolument légitime et même cohérente, mais ce qui est fondamental dans le métier de journaliste, partout, mais même dans les démocraties où on prétend que ce système existe, c'est de préserver l'autonomie des journalistes face au pouvoir. Et donc, c'est un élément fondamental de pouvoir réclamer le droit d'expliquer les raisons pour lesquelles un acte terroriste a été commis et peut-être les causes, les origines. Et ça, c'est fondamental de pouvoir le faire. Le travail du journaliste doit chercher à expliquer les faits.
Dans votre livre, j'ai lu certains témoignages de journalistes qui se sont plaints du fait que leur travail en période de guerre n'a pas changé grand-chose. Des journalistes qui croyaient que leur travail permettrait à l'opinion publique de s'allier, de comprendre véritablement ce qui se passe. Et d'où la question de savoir, est-ce que la mission d'un journaliste, c'est d'aider à comprendre, de réduire ou d'empêcher la souffrance ou de montrer une sensibilité humaine, comme on le dit? Voilà, de nouveau, là, moi, je suis relativement, comment dire, ouvert à plusieurs interprétations de la mission de journaliste. C'est-à-dire que j'ai des collègues, tout à fait d'excellents collègues, qui diront, non, moi, mon travail, c'est un travail d'observateur détaché. Ouais. C'est mon boulot, c'est pour ça qu'on paye, c'est la fonction que je dois assumer, et c'est aussi une protection contre des dérives qui pourraient conduire à un parti pris qui, à terme, pourrait voiler la vérité de l'information. Je les écoute, c'est vrai, et je pense que c'est un argument qui est extrêmement pertinent. Moi, personnellement, parce que précisément je me réclame du régime d'intérêt public et du régime de vigilance, je pense qu'il n'y a pas de contradiction non plus entre faire son métier de manière la plus honnête et la plus impartiale possible et choisir choisir un camp dans certains conflits. C'est un peu la phrase qu'avait utilisée Elie Wiesel, le prix Nobel de la paix, lorsqu'on avait interrogé sur l'impartialité des journalistes. Il avait répondu: on ne peut pas demander aux journalistes de cesser d'être humains pour faire leur métier. Il y a les victimes, il y a les bourreaux. Et moi, personnellement, et c'est pour ça d'ailleurs que à un moment, j'ai quitté la profession pour rejoindre Human Rights Watch, parce que j'étais en quelque sorte frustré d'être un observateur et de ne pas pouvoir agir pour que la situation dans certains pays puisse s'améliorer, pour que des vies puissent être sauvées. Et je suis entré à Human Rights Watch. C'est-à-dire, je ne voulais pas seulement comprendre, je voulais comprendre mieux pour agir. Je pense que le journalisme qui se donne pour mission de comprendre, de faire comprendre, pour agir, pour permettre aux citoyens d'agir, me semble être une mission absolument pertinente qui ne viole en aucun cas l'engagement du journalisme pour la vérité. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Mais les deux formes de journalisme me semblent légitimes. Moi, personnellement, je me suis réclamé toute ma vie d'un journalisme engagé, mais engagé en faveur des valeurs d'humanité, mais aussi engagé en faveur de la vérité. Jamais je n'accepterai de mentir en faveur de ma cause. Donc, je pense que c'est fondamental. Et c'est là que ça me distingue comme journaliste, précisément. C'est de dire, voilà, je suis pour ces victimes, je me sens proche de ces victimes, mais je ne vais pas nier des réalités qui pourraient déranger l'image qu'on aimerait idyllique du camp duquel on se sent le plus proche. Il y a un adage intéressant que vous avez cité dans le manuel que j'ai retenu. Les médias savent comment couvrir une crise, mais ils ne connaissent pas nécessairement la crise qu'ils couvrent. Est-ce que cela voudra dire que les journalistes doivent se documenter sur la crise qu'ils couvrent? Vous dites aussi dans le manuel qu'il y a différents types de terrorisme, le narcoterrorisme, le gang terrorisme. À quel degré les journalistes doivent d'abord s'informer, étudier ou chercher à comprendre la crise qu'ils couvrent avant de partir sur le terrain? Moi, je pense que le journalisme a un devoir de connaissance. Donc, je suis quelqu'un qui a toujours apprécié la spécialisation dans ce métier, donc des personnes qui sont à même de connaître un sujet de telle manière qu'elles peuvent réellement aider le public à comprendre le contexte dans lequel une information, un événement est en train de se dérouler. Mais la connaissance est aussi un pouvoir. C'est-à-dire, lorsque vous connaissez un dossier, vous pouvez mieux affronter les propagandes croisées auxquelles on vous soumet. Et donc, je trouve que c'est fondamental. Et j'ai connu dans ma vie de journaliste, dans des reportages, je me suis fait toujours au Chili en novembre 1988, être allé couvrir le plébiscite constitutionnel à la fin de la dictature militaire. Et là, j'ai trouvé des dizaines de collègues qui savaient à peine où était le Chili, qui ne connaissaient pas du tout la répartition des forces politiques, qui confondaient un peu tout. Et je trouvais ça absolument choquant et que ça donnait de ce métier une image que je n'appréciais guère parce que je pense qu'on a réellement pour obligation de servir de balise, de référence au public. C'est un élément essentiel et ce l'est encore plus, par exemple, lors d'un attentat terroriste. Si l'on veut éviter que la population
ne cède à la peur ou aux amalgames, à la stigmatisation. Ce qui est l'objectif des groupes terroristes. Il faut une organisation, une institution qui soit à même de fournir une information de référence à laquelle on peut vraiment faire confiance. Il y a bien sûr les autorités, mais les autorités souvent sont marquées par des jeux de pouvoir et des obligations de pouvoir. Mais les journalistes peuvent être cette encre, comme je dis souvent, encre d'un bateau, qui permet précisément à stabiliser un bateau lorsque la tempête souffle. C'est ça notre rôle, c'est un rôle fondamental. Et ce rôle ne peut s'exercer que lorsqu'on a fait un travail immense de recherche, de vérification de l'information, de pluralisation de l'information, aussi d'avoir des sources un peu partout pour mieux comprendre un sujet, pour mieux le cadrer et pour aider donc par la connaissance qu'on a acquise le public à pouvoir lui à son tour se former une idée et choisir parfois de quel côté il va pencher. Monsieur Martos, en cas de terrorisme en période de guerre, qu'est-ce qui est montrable et qu'est-ce qui ne l'est pas à l'écran? Quelles sont les images qu'on peut diffuser? Quels sont les mots qu'il faut aussi éviter? Et là, je dirais, moi, je suis un peu, je suis à la fois puritain. D'ailleurs, on souriait parfois quand j'étais rédacteur en chef d'un journal, que j'avais tendance à être relativement puritain, c'est-à-dire à éviter de publier des images qui me paraissaient choquantes, surtout par rapport au public auquel je m'adressais. Je me dis, est-ce que le public a besoin de voir ces images-là comme ça? Est-ce que ce public ne doit pas être perturbé? Est-ce que la manière dont on va couvrir ce sujet dans l'article qui va entourer cette illustration, est-ce que ça ne va pas créer une polémique là où, au contraire, on devrait aider les gens à comprendre, donc à lire le papier et à ne pas s'obséder sur une photo qui serait provocante. Donc c'est un peu mon système par défaut. Bon, c'est-à-dire, j'ai des collègues excellents qui ont exactement un regard différent, qui estiment que je suis trop prudent. C'est un débat éternel, et je pense que je suis trop vieux peut-être pour revenir en arrière. J'ai tendance à prendre une attitude prudente. Cela dit, face à des événements comme la guerre, il y a un risque, lorsqu'on ne montre pas suffisamment la souffrance telle qu'elle est, à faire en sorte que cette guerre, dans le fond, ne soit pas ce qu'elle est. Or, la guerre, c'est brutal, c'est violent, c'est très dur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que certains gouvernements ont changé leur politique, je parle des gouvernements ici, leur politique de diffusion d'images. Par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, il était interdit de montrer des soldats, des GIs américains morts au début, pour ne pas désespérer l'Amérique. Et puis, comme en Amérique, on semblait se dire mais cette guerre n'a pas beaucoup enfin, c'est une guerre qui n'est pas terrible, il fallait mobiliser, il fallait mobiliser l'opinion pour défendre vraiment cette guerre. Le président Roosevelt et le général Eisenhower ont décidé de permettre aux médias, même dans les médias militaires, de publier des photos de soldats américains morts avec comme condition de ne pas montrer ces personnes dans des situations d'indignité, c'est-à-dire de ne pas les montrer dans des positions ou avec des images de souffrance sur les visages, par exemple. Donc, je pense que pour moi, c'était une discussion intéressante, et je l'ai eu d'ailleurs parfois avec des responsables militaires ou des responsables des forces de sécurité. C'est une discussion qu'on peut avoir. Mais je pense que, par exemple, ce qu'il y avait à l'époque de la guerre du Golfe, divisant en partie la presse en France, entre Libération, par exemple, et d'autres, Libération avait choisi de montrer la guerre telle qu'elle était, et c'était des photos extrêmement brutales. Personnellement, je n'avais pas de jugement moral à faire à leur égard, dans la mesure où j'estimais qu'ils prenaient une position qui n'était pas la mienne, mais qu'ils avaient fait un choix très, très clair et qui était justifiable, pour les mêmes raisons morales, de se dire c'est une guerre absolument brutale et nous la montrons. Mais ceux qui avaient décidé de ne pas montrer les photos les plus dures n'étaient pas nécessairement, je dirais, ne pratiquaient pas un journalisme de second rang. C'était un choix qui correspondait à leur propre conception éthique. Et c'est là que je trouve qu'il est important, quand on parle de déontologie face à la guerre, ce n'est pas tellement de décréter des règles absolues, c'est de créer en fait une ambiance de discussion, une atmosphère de discussion au sein des rédactions où on pèse les choix qu'on va prendre, où on entend les points de vue différents et on prend une décision. C'est créer une culture de la discussion déontologique. C'est en général grâce à cette culture de discussion déontologique dans les rédactions qu'on peut
obtenir des résultats qui soient respectables. Je pense que c'est fondamental, parce que quand on impose des règles, et parfois il y a des codes extrêmement stricts, je pense que c'est un carcan très souvent, et parfois ces règles, parce qu'elles ont cette tonalité dogmatique, elles s'imposent excessivement aux journalistes, et donc finissent par devenir une forme de censure, ce qui est évidemment jamais la raison pour laquelle moi je m'obligerai à parfois ne pas dire toute la vérité au travers de la dureté de l'image. Vous dites aussi qu'il faut prendre les sondages et les chiffres avec des pincettes. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Je pense que, alors, je dirais, je l'ai fait aussi comme journaliste. Il y a, combien de fois est-ce que je n'ai pas repris un chiffre d'une organisation internationale? Combien de fois est-ce que je n'ai pas repris les chiffres d'un sondage sans faire l'effort de vérifier moi-même si ça tenait la route? Or, quand même, dans un certain nombre de cas, les chiffres sont construits et ne répondent pas nécessairement à des critères scientifiques rigoureux. Et je pense que c'est pour ça, de nouveau, qu'il est important de pouvoir disposer dans ces réseaux de personnes qui permettent, parce qu'elles travaillent dans des institutions académiques, par exemple, elles sont à même de vous donner les éléments qui permettront de nouveau contextualiser certains chiffres, de se dire, voilà, ce chiffre est donné par tel intervenant, mais si on le décode, on se rendra compte qu'ils n'ont tenu compte que d'un certain type de profil, par exemple. Alors, il faut prendre l'ensemble des facteurs qui permettraient d'avoir une vision plus large. Et je prends un seul cas. Il y a eu un débat extrêmement important au sein de la presse américaine lors des dernières années sur le chiffre des dommages collatéraux, comme on dit, c'est-à-dire des pertes civiles lors des bombardements américains en Irak ou en Afghanistan. Les Américains, le Pentagone, donnaient en général des chiffres qu'ils estimaient être des chiffres qui étaient vérifiés, qui étaient assez bas. Et le New York Times, par exemple, a mis en place une équipe d'investigation qui a permis de contrôler ces chiffres, de voir si ces chiffres étaient en fait une sous-estimation. Et ils ont prouvé que c'était une sous-estimation. Ils ont reçu le prix Pulitzer pour ça, le New York Times a reçu le prix Pulitzer. Mais ce qui est aussi très important, c'est qu'aujourd'hui, l'armée américaine, il y a quelques semaines, a décidé de revoir la manière dont elle allait gérer ses règles d'engagement pour éviter des pertes civiles. Et c'est là qu'on arrive de nouveau à la fonction essentielle du journalisme d'intérêt public, par l'information, par la rigueur que ces journalistes ont appliquée à la collecte d'informations sur un sujet controversé, à propos duquel une autorité avait ses propres chiffres, on aboutit finalement à faire changer l'attitude et la politique de ces autorités. Pour moi, c'est pratiquement un conte moral dans ce métier. Et je crois que c'est fondamental de voir ces discussions sur les chiffres de cette manière-là aussi. On peut, en vérifiant les chiffres, on peut, en cherchant à établir la complexité de la manière dont on va parler d'un sondage, par exemple, on peut contribuer à avoir une vision qui est beaucoup plus juste de la situation. Or, notre métier, c'est essayer de rendre compte, de décrire le monde tel qu'il est. Une question qui vient d'un participant à ce webinaire, je la lis assez rapidement. Dans sa mission de couverture d'un conflit, quel peut être le lien ou la relation entre le journaliste et le terroriste, dans le but d'accéder aux informations et motivations de ces derniers? Mais je pense que de nouveau, il faut être extrêmement sûr des critères qu'on va appliquer à cette rencontre avec le ou les terroristes. Je pense que, personnellement, je ne suis absolument pas contre des interviews qui seraient réalisées par des journalistes d'auteurs terroristes. D'ailleurs, l'histoire du journalisme est émaillée de cas où des personnes qui étaient accusées d'être terroristes ou qui étaient effectivement terroristes ont été interviewées par des journalistes. Mais il est extrêmement important, évidemment, d'appliquer à ces interviews des règles éthiques extrêmement strictes pour éviter de devenir un élément de la propagande, de l'héroïsation du terrorisme. Donc, si on fait une interview, il faut pouvoir être garanti qu'on puisse la faire d'une manière qui sera une manière judicieuse, c'est-à-dire qu'on ne sera pas
intimidé à un point tel par le risque de violence ou de rétorsion, par exemple, qu'on ne posera pas les bonnes questions, les questions qui dérangent. C'est aussi le fait que lorsque quelqu'un dit quelque chose, on est autorisé, nous journalistes, on est même obligés, nous journalistes, à faire en sorte qu'on corrige des éléments de l'interview qui seraient incorrects. Donc tout cet accompagnement est fondamental. Aller dans les zones, par exemple, les sanctuaires terroristes, c'est quelque chose que pas mal de journalistes ont fait, moins les dernières années en raison des risques, bien plus grands aujourd'hui qu'il ne l'était auparavant de se rendre dans les zones où il y a une activité terroriste. C'est plus dangereux aujourd'hui que quand moi j'étais jeune journaliste dans les années 70, 80, c'était moins dangereux d'aller dans les zones d'insurgés ou de groupes dits terroristes. Aujourd'hui, c'est extrêmement dangereux. Les enlèvements, les assassinats sont monnaie courante. Mais c'est fondamental que si on se rend dans ces zones, on puisse soit garantir un reportage qui permette quand même de s'échapper à ces contrôleurs, ce qui est extrêmement difficile, mais aussi de respecter un certain nombre de règles. Par exemple, si on va dans une zone terroriste et qu'on interroge des personnes entourées de gardiens du groupe terroriste, on sait très bien que la personne qui va être interviewée ne pourra être qu'intimidée. Et que donc on risque de poser pour cette personne à terme une question de sécurité. Si cette personne répond mal, elle risque d'avoir des conséquences. Nous, on sortira, cette personne restera. Donc c'est extrêmement important de toujours penser à la sécurité des sources d'informations qu'on peut avoir lorsqu'on est dans une zone terroriste. Et c'est important aussi, lorsqu'on revient de cette zone terroriste et qu'on a les images, par exemple, de faire en sorte que ce reportage soit un reportage qui ne soit pas finalement guidé par la politique de communication du groupe terroriste. Et la tentation des images, comme on a pu voir à Raqqa, par exemple, de membres de l'État islamique défilant dans leur 4x4 ou à cheval, tout ça. Il y a un moment où on ne sait pas si on est dans un film sur Netflix ou si on est dans le journalisme. Et moi, je pense que c'est fondamental de ne jamais perdre de vue que si, évidemment, le journalisme télévisuel appelle une mise en scène, et je le dis mise en scène avec tout le respect qu'on doit avoir pour le metteur en scène, respectable, mais si c'est une théâtralisation, si c'est une mise en scène qui va au-delà du travail de montage qu'on attend d'un journaliste ou documentariste, je pense que là, on entre dans une logique extrêmement dangereuse et on peut, c'est vrai, devenir ce que Margaret Thatcher avait fameusement dit, on peut devenir l'oxygène du terrorisme. Une autre question du journaliste Badilon. Faut-il éviter des informations dites sensationnelles lorsqu'on couvre les faits de guerre ou de terrorisme? Pourquoi? Oui, moi je pense que c'est fondamental que le sensationnalisme est un des risques les plus graves de ce métier, mais c'est un risque qui touche toutes les formes du métier. On peut le faire dans le sport, le spectacle, dans toutes les formes de métier. C'est un des risques qui menace le journalisme. Et donc, c'est de nouveau, on revient à ce moment-là à la philosophie dont on se réclame, à l'école de journalisme dont on se réclame. Le journalisme, ce n'est pas évidemment le sensationnalisme. Le journalisme, c'est fournir des informations de la manière la plus complète possible dans un contexte qui permette de donner un sens finalement à un événement. Et donc, dans ce cadre-là, le sensationnalisme est en général un perturbeur, un troubleur de sens. Et donc, c'est un élément évidemment qu'il faut à tout prix éviter. Et il faut surtout l'éviter à propos de la guerre ou du terrorisme, parce que les conséquences du sensationnalisme peuvent être bien plus graves que lorsqu'on parle de sujets un peu moins belliqueux ou moins dangereux, comme la culture, par exemple, ou le sport. C'est-à-dire que si on fait du sensationnalisme, on peut changer la situation, on peut perturber une population, on peut l'amener par l'émoi qui serait créé par le sensationnalisme, on peut l'amener à s'engager dans des actions de représailles, entre guillemets, contre les populations dont seraient issues, par exemple, des personnes accusées de terrorisme. On peut aussi, par le sensationnalisme, amener des États à prendre des décisions qui sont des décisions qui ne sont pas judicieuses. Donc, je pense que c'est important de bien dire que le sensationnalisme n'a aucune place dans le journalisme. C'est pour moi, en fait, une perversion du journalisme. Nous avons tellement de questions. Une autre question d'un confrère.
Quels sont les leviers dont disposent les journalistes dans le contexte des conflits pour éviter de participer à nourrir la psychose et la peur? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu, il y a eu un petit bruit de technique là. Voilà. Excusez-moi. La question, c'est de savoir quels sont les leviers dont disposent les journalistes pour ne pas nourrir la psychose et la peur en période de conflit. Mais je pense que c'est revenir aux éléments fondamentaux de ce métier, c'est-à-dire ce qui était d'ailleurs pratiqué par un certain nombre de médias lors des attentats dans un certain nombre de pays. Moi, j'ai été frappé. Souvent, on se focalise sur les médias qui ont dérapé, sur les erreurs que ces médias ont commises. Mais quand on voit un peu plus tard la manière dont certains médias ont tenté de couvrir le plus sérieusement possible un certain nombre d'attentats, par exemple, ou d'actions violentes, on découvre que un certain nombre d'entre eux ont vraiment appliqué toutes les règles les plus strictes pour éviter précisément de nourrir la psychose, de nourrir la peur. C'est-à-dire d'abord de vérifier l'information, de ne pas la diffuser sans avoir réellement pu la valider. C'est aussi des journalistes qui ont veillé à bien comprendre l'environnement médiatique dans lequel ils se trouvent. Aujourd'hui, et c'est un des défis les plus grands auxquels sont confrontés les journalistes, c'est la prolifération des acteurs, des intervenants de l'information. On n'a plus seulement l'État, quelques groupes, quelques ONG, quelques hommes politiques. On a aujourd'hui les réseaux sociaux, des intervenants qui viennent aussi des groupes terroristes qui peuvent utiliser directement, et non plus indirectement comme avant, directement les médias, leurs propres médias, pour diffuser une information sans passer par les médias traditionnels. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental aujourd'hui pour les journalistes, c'est non seulement de vérifier les informations dont ils vont être à l'origine ou qu'ils vont relier, mais surtout d'aider le public à faire le tri entre les informations qui sont effectivement validées, même si elles viennent de sources qui au départ sont des sources pas du tout professionnelles, mais de simples témoins, et parfois de simples témoins ont une éthique qui est aussi grande que certains journalistes, mais aussi de faire en sorte de contredire les rumeurs, les informations, désinformations, les fake news, qui font partie du fatras, du grand chaos de l'information lorsqu'un événement aussi important qu'un acte terroriste ou une guerre se déroule, parce que la bataille de l'information fait partie de la guerre. Elle n'est pas parallèle, elle fait partie de la guerre. Donc c'est un élément essentiel et les journalistes ont un rôle exceptionnel à jouer, à récupérer. Moi, je trouve vraiment que l'un des défis actuels du journalisme, c'est de reprendre le terrain qu'ils ont perdu sur un certain nombre d'autres intervenants de l'information, et notamment sur les réseaux sociaux. Démontrer au public qu'ils peuvent leur donner une information bien plus vérifiée, bien plus sûre, plus complète, plus calme, plus sereine, plus rigoureuse, c'est un élément essentiel de la reconquête du territoire qui a été perdu par les journalistes ces dernières années dans l'environnement médiatique général. Nous avons énormément de questions, M. Martos. Une autre, en complément à tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut aussi affirmer qu'un acte n'est qualifié d'attaque terroriste que quand on sait celui ou ceux qui sont derrière? Parce qu'il est souvent dit que les attaques terroristes sont généralement revendiquées. La question, c'est de savoir si un acte est qualifié de terroriste quand on sait celui ou ceux qui sont derrière cet acte. Mais ça, c'est une question en fait, de définition qui est assez complexe, parce que si l'un des critères qu'on utilise pour parler d'actes terroristes, c'est la question de l'attaque indiscriminée qui implique des civils qui n'ont rien à voir en général dans le contexte du conflit que ces terroristes veulent mener contre un État ou contre une organisation, ne pas savoir l'origine et l'objectif d'un acte violent, et c'est vrai que ça pose une question fondamentale, parce que ça pourrait être un acte qui est commis de manière en dehors d'un contexte politique, d'une revendication politique, par exemple. Mais cela dit, moi, je pense que l'une des plus grandes caractéristiques de la qualification de terrorisme, c'est à la fois la manière indiscriminée contre des personnes innocentes, si je veux dire, et deuxièmement, c'est la volonté de provoquer un changement, en général de nature politique, dans la société que l'on agresse. Je prends par exemple
le massacre de Las Vegas il y a quelques années, une personne qui a tiré dans la foule qui était réunie en bas d'un immeuble, qui a fait une cinquantaine de victimes, si je me souviens bien. C'était pas du tout un acte, cet acte n'a jamais été revendiqué comme une action politique et n'a jamais été décrit comme un acte terroriste. Et je pense avec raison. Mais il y a parfois des actes qui ne sont pas revendiqués, mais qui ont toutes les apparences finalement d'un acte terroriste, parce que l'acte qui ne sera pas revendiqué peut s'inscrire dans une série d'autres actes qui répondent aux mêmes critères. Et c'est là aussi le travail des journalistes, mais aussi le travail des autorités, qui souvent, à terme, vont qualifier l'acte de terroriste ou pas. C'est aussi aux journalistes de pouvoir donner le contexte précisément, sans s'extrapoler, sans spéculer, mais de permettre, en donnant des éléments d'information avérés, de s'orienter, oui ou non, vers une qualification d'un acte violent comme terroriste ou pas. Une autre question, nous sommes bientôt à la fin de cette session. Nous prenons encore 2 ou 3 questions avant de clore cette session. Face à un désaccord, selon le bord où on se situe sur la connotation et les définitions données à des termes comme terrorisme, islamisme, djihadisme, extrémisme, comment le journaliste doit faire le choix des termes sans parti pris? Et je crois qu'il doit d'abord être extrêmement prudent sur l'origine du mot qu'il va utiliser, c'est-à-dire que lorsqu'un mot est utilisé par quelqu'un, il doit très clairement l'attribuer à cette personne. Si quelqu'un parle, par exemple, d'islamiste, il faut que ce mot puisse être attribué. Il doit aussi le définir. Donc peut-être pas chaque fois dans les articles qu'il va publier, mais à terme, il est important de bien faire en sorte que l'on comprenne de quoi il s'agit. Donc tous ces termes en isme sont particulièrement délicats, particulièrement polémiques, et donc le journaliste doit avoir davantage de prudence encore à les utiliser et à faire en sorte que son public comprenne exactement ce que ces termes impliquent. Je crois que c'est fondamental. Et ce n'est pas seulement ces termes-là. Il y a beaucoup de termes qu'on utilise peut-être sans se rendre compte parfois, qui ont des implications. Si on parle par exemple de représailles, si on parle de crimes de guerre, tout ça, il faut bien être certain de génocide. Tous ces termes-là sont des termes extrêmement piégeants. Et il est fondamental que le journaliste ramène toujours son public à la réalité du droit, de la définition qui est acceptée par les personnes qui se sont spécialisées notamment dans le droit humanitaire international. On a vu notamment lors de ce conflit en Ukraine, toute la question qui s'est posée sur la commission de crimes de guerre, sur la définition de génocide, ce sont des éléments absolument fondamentaux. Il est essentiel que les journalistes puissent soit être formés, je reviens à la question du devoir de connaissance, mais aussi qu'ils soient, s'ils n'ont pas cette connaissance, qu'ils soient même de pouvoir avoir une palette d'experts qu'ils ont pu tester avant d'entrer dans la couverture d'une crise et dont ils ont pu établir le sérieux, l'honnêteté et la crédibilité. Je lis 2 questions, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, Monsieur Matos. Nous étions convenus sur 45 minutes. Que peut faire le journaliste lorsque les autorités lui interdisent l'accès aux zones touchées par le terrorisme? Et la deuxième question d'un participant, c'est de savoir comment doit-on se comporter lorsqu'on couvre un fait de terrorisme dans lequel on a perdu un ami ou une connaissance? Mais pour ce qui s'agit de l'interdiction qui serait signifiée par un gouvernement de ne pas entrer dans une zone où il y aurait des actes terroristes, je pense que les journalistes ne sont pas connus pour avoir pour mission d'écouter ce type de conseils, sauf si évidemment ça se fait je dirais de bonne entente, en ce sens que c'est plutôt un avertissement pour la sécurité du journaliste qu'une interdiction, mais je pense qu'une interdiction pour un journaliste qui se respecte n'est jamais quelque chose qui doit être accepté comme ça, sauf si évidemment il y a des raisons éthiques qui impliqueraient qu'en se rendant dans une zone terroriste, il pourrait violer ces principes éthiques qu'il doit respecter. Donc c'est de nouveau en fait un choix
un choix politique. Par exemple, lorsque des journalistes décident de se rendre dans une zone qui est contrôlée par des groupes de guérilla ou des groupes d'insurgés, ils prennent un risque. Ils prennent un risque, évidemment, par rapport aux autorités du pays. Et on a connu un certain nombre de journalistes qui ont été arrêtés parce qu'ils ont été de l'autre côté. Nous, l'Organisation de défense de la liberté de la presse, on prend le parti également de journalistes en estimant qu'il y a un devoir d'informer et un droit d'informer qui est essentiel et que ce droit ne peut pas être imposé à des journalistes qui veulent faire leur travail. C'est un risque que les rédactions doivent assumer et il faut, avant toute violation de ce type d'interdiction, que les rédactions en chef prennent en compte les questions de sécurité de leurs journalistes pour faire en sorte que ce genre d'expédition ne se termine pas dans le drame qui pourrait être du côté officiel une interpellation, ça pourrait aller même jusqu'à la mort, mais qui pourrait aussi être du côté des insurgés un enlèvement, une prise d'otage. Donc je pense que c'est fondamental de voir ça d'abord sur la question de la sécurité, sur la question aussi, est-ce qu'il est impératif réellement d'aller dans cette zone pour avoir une information dont on ne peut pas disposer autrement. Donc ça c'est un élément essentiel de l'évaluation de sécurité et de la légitimité de dire non, on n'écoute pas l'ordre d'un gouvernement. Donc ce sont toutes ces questions-là qui, de nouveau, doivent être débattues au sein des rédactions, tenant compte constamment de la tension entre, d'un côté, le devoir d'informer et le droit d'informer, et de l'autre, les conséquences que ce droit et ce devoir d'informer peuvent avoir sur la sécurité des journalistes et sur le dossier dans son ensemble. Les deux dernières questions, M. Matos. La première, comment rester neutre et impartial en période de guerre? La deuxième vient d'un participant. Et dans le pays de nouvelle démocratie, comment un journaliste peut-il prouver qu'il ne collabore pas avec un groupe terroriste s'il est arrêté en plein exercice de son métier, en pleine interview avec quelques membres d'un groupe terroriste par les services de renseignement de son pays? Je répondrai d'abord à cette dernière question. Je pense que les services de renseignement de la plupart des pays savent très bien qui est ou qui n'est pas terroriste et que lorsqu'ils accusent un journaliste d'être terroriste parce qu'il aurait interviewé, tenté d'interviewer ou rencontré des terroristes, savent très bien que ce journaliste fait en fait son métier et qu'il n'y a en aucun cas un terroriste. Il ne pourrait être accusé d'être terroriste que si, dans les publications qu'il ferait par la suite, il ferait des appels à soutien à des groupes terroristes. Donc je pense que là, on est dans une espèce d'imposture en ce sens que les services de renseignement, s'ils font bien leur métier, savent qui est journaliste et qui est terroriste. Donc je réponds par une pirouette un peu à cette question-là. Donc par ailleurs, sur l'autre question, de la neutralité. La neutralité, personnellement, je pense que le fait de faire son métier avec impartialité, c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble des acteurs, des intervenants dans un dossier, de la volonté de respecter la vérité, n'implique pas nécessairement, à terme, la neutralité de journaliste, la neutralité morale ou politique de journaliste, dans le sens que, si on voit l'histoire du métier de journaliste, un certain nombre de grands journalistes n'ont pas été neutres. Martha Gellhorn, par exemple, qui est une célèbre journaliste américaine qui a couvert de la guerre civile espagnole jusqu'à la guerre du Vietnam, n'était pas neutre. Mais la question était de savoir, est-ce qu'au nom de ce parti pris, est-ce qu'elle était prête à taire des informations qui auraient nui à son propre camp ou à publier des informations incorrectes pour nuire à l'autre camp? C'est là que se trouve la décision journalistique. Personnellement, lorsque j'ai couvert, par exemple, l'insurrection sandiniste au Nicaragua à la fin des années 70, je n'étais pas neutre. J'étais en faveur de la démocratie, en faveur du départ du tyran. Mais j'ai toujours veillé à faire en sorte que je ne me laisse pas entraîner dans une espèce de connivence avec cette opposition démocratique au sein de laquelle il y avait des partis de divers ordres et qu'il fallait décrire avec la plus grande honnêteté possible. Donc je pense que oui, on peut être un excellent journaliste, respecter tous les codes de ce métier et à partir et quand même ne pas être neutre. On peut non plus être neutre, comme je le disais tout à l'heure, entre les bourreaux et les victimes. Je crois que c'est quelque chose qui rejoint
cet élément qui fait partie d'ailleurs de la déontologie, à côté de la recherche de la vérité, de l'indépendance, il y a ce qu'on appelle ce sentiment d'humanité, qui est aussi un sentiment de responsabilité. Et donc je pense que c'est un débat extrêmement, qui peut être très philosophique, mais qui permet d'aller assez loin dans l'appréciation de ce que les journalistes ont fait au cours d'un siècle de reportages de guerre, par exemple, et dont les meilleurs, dont on retient le travail de journalistes, ont été très souvent des gens qui ont choisi leur camp. Merci beaucoup, Monsieur Martos, d'avoir passé votre temps avec nous, de vous être rendu disponible pour fournir aux journalistes des conseils sur la couverture du terrorisme et aussi de l'extrémisme violent. Il y a juste un aspect qu'on n'a pas vraiment abordé, celui des victimes, de savoir comment les journalistes abordent les victimes, les familles des personnes qui sont victimes d'un attentat ou de terrorisme. Est-ce qu'il y a une série de conduites à tenir, qu'il faut les aborder? Je ne sais pas si on a encore le temps que vous puissiez donner peut-être un ou deux conseils avant qu'on ne termine. Mais je pense que c'est extrêmement important parce que c'est un des sujets les plus délicats, en fait, de la couverture du terrorisme ou de la guerre en général. Un certain nombre de journalistes se comportent parfois de manière absolument brutale et manquent de respect. Parfois parce qu'ils sont dans une concurrence telle avec d'autres qu'ils sont prêts à marcher sur les pieds de pas mal de gens pour pouvoir avoir l'information, l'interview de victimes au risque de les traumatiser, au risque de violer leur dignité, au risque de choquer leurs proches, au risque de choquer aussi d'ailleurs leur public. Et je pense que c'est un élément qui est omniprésent, qui est toujours là, qui est toujours présent. Et c'est vrai qu'un certain nombre de médias, un certain nombre de journalistes sont extrêmement attentifs à faire en sorte que les interviews qu'ils font avec des victimes ou les images qu'ils publient des victimes respectent la dignité de ces victimes. Et par exemple, lorsqu'on interviewe des personnes qui sont des victimes ou des proches des victimes, parce que c'est un peu la même, il y a une continuité entre les deux, le fait d'être extrêmement attentif à leur fragilité, le fait de leur demander une autorisation, un consentement informé, comme on dit, de bien dire quelqu'un dont on va répercuter leur dire. Toutes ces choses-là, je les détaille en partie dans le manuel sur le terrorisme, ce sont des éléments fondamentaux qui finalement définissent, de nouveau, on revient au départ, qui définissent la doctrine de journalisme dont on se réclame. C'est dans ce genre de... On dit souvent le diable est dans les détails, c'est très souvent dans la manière dont on interviewe des personnes fragilisées, fragiles très souvent, parce que les victimes sont souvent des personnes fragiles et vulnérables avant même d'être victimes, dans pas mal de conflits. C'est à ce moment-là qu'on décide réellement de qui on est, quel type de journalisme on est et quel type de journalisme on pratique. Et donc, c'est essentiel en effet de s'interroger. C'est un révélateur, la relation qu'on a avec les victimes, c'est un révélateur des valeurs du journalisme dont on se réclame. Les deux livres de M. Marteau sont toujours disponibles. Je pense que les journalistes qui s'intéressent doivent chercher à lire absolument ce manuel qui est dense et aussi à lire le récit ou bien la description chirurgicale que M. Marteau fait du métier de correspondant de guerre dans le livre Le journalisme au cœur des conflits. Merci encore, M. Marteau, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à ce webinaire. C'est un immense honneur pour nous de vous avoir reçu. Et je pense que les conseils, les ressources qui ont été fournies sont instructives et très riches pour ceux qui nous ont suivis depuis le début de ce webinaire à 15h heure de France. Il y a énormément de questions qui attendent encore, ce qui montre l'intérêt des journalistes pour ce sujet qui est très important parce que la montée du terrorisme et de l'extrémisme violent est devenue en fait un défi mondial. Et aujourd'hui, dans plusieurs pays, c'est un sujet auquel les journalistes font face et qui veulent savoir quels sont les écueils à éviter, quels sont les pièges à éviter, quelle est la ligne de conduite à tenir, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour bien mener son métier ou pour bien travailler en tant que journaliste. Merci encore. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle session. Et c'est sur ces mots que je vous souhaite bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Pour les questions qui attendent, n'hésitez pas à me les faire parvenir dans mon mail. Je ferai le nécessaire de l'envoyer à M. Martos
qui voudra, je suis convaincu, vous répondre et je peux après vous envoyer ces réponses ou vous mettre en contact s'il n'est pas trop chargé en cette période. Merci encore, M. Matos. Merci infiniment. Merci à vous, j'étais très honoré de participer. Merci aux participants également qui ont posé des questions extrêmement intéressantes. Et je vous remercie pour tout ce travail extrêmement intéressant de permettre des échanges entre journalistes de différents pays. C'est ainsi qu'on améliore ce métier. Merci à vous encore. Merci. Au revoir. Au revoir.